Thierry, je ne vais pas attendre trop longtemps. On va respecter le timing. Il y a, je suppose, des gens qui vont nous rejoindre durant la présentation, puisqu'il est quand même que 11h59. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Thierry Litani, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Thierry est avant tout un ami. C'est quelqu'un qui est vraiment très, très proche de l'Ecofin Club. Il est également président et coprésident de l'Ecofin Tax Club. Il est également avocat fiscaliste, bien évidemment. Il est également managing partner chez Lotax. Il a différents collaborateurs. Thierry, peut-être en quelques mots, peut-être présenter Lotax, parce que c'est vrai que finalement, beaucoup de gens te connaissent toi, mais pas Lotax. Lotax est un bébé qui a maintenant à peu près 2 ans et qui est la réunion finalement du cabinet que j'ai fondé avec le cabinet que Laurent Paiement a fondé. Alors, en gros, vous avez 18 à 20 avocats fiscalistes et spécialisés en droit des affaires, avec une partie qui sont spécialisés en impôts directs, droit des sociétés et droit des affaires et droit pénal des affaires. Ça, c'est mon côté. Et le côté Laurent Paiement, qui lui sont spécialisés en matière de TVA et sont parmi les plus grands spécialistes en matière de TVA en Belgique. Et on a essentiellement 2 sites, un en Brabant-Wallon, à Wavre, et un autre dans la Blue Flower, à Louise. On a aussi un site de plus petite taille sur Liège. Et voilà, et on est à la disposition, bien sûr, des particuliers, des entreprises, petites, moyennes et grandes, et aussi très actifs sur le plan académique et sur le plan des conférences. Ça fait partie d'une des joies de mon existence, effectivement, généralement, avec un contact un peu plus physique et un peu plus direct, mais enfin, on s'adapte à la situation et finalement, ces webinaires peuvent avoir leur charme, je trouve, ça j'aime bien. Donc je commence à bien aimer aussi parce que finalement, ça répond à un besoin et je pense qu'on va tous réfléchir dans l'avenir, et cette saleté de période aura moins permis ça, finalement en disant qu'il y a d'autres méthodes organisationnelles qui peuvent fonctionner. Par exemple, tous les avocats ont été confinés chez eux. Moi, depuis le premier jour du confinement, j'ai continué à travailler exactement de la même manière. Moi, je venais au bureau, ma secrétaire aussi, et chacun de mes collaborateurs travaille en télétravail. Heureusement, on les avait équipés pour, et donc ils peuvent travailler indifféremment de chez eux et du bureau. Mais là, maintenant, à part éventuellement aller un peu à l'audience de temps à autre, c'est vrai qu'il y a une réflexion au sein des cabinets d'avocats en disant, tiens, finalement, avons-nous encore besoin du même type de bureau dont on pensait avoir besoin? Et je pense que les choses vont un peu changer à ce niveau-là, avec plus d'ouverture vers des espaces coworking et autres choses qui sont un peu plus adaptés, un peu mieux adaptés. Et mes clients sont tout à fait ravis de faire avec moi des réunions via Teams, via Zoom, via ce type de programme-là, effectivement. Et ça résout aussi quelques problèmes de déplacement, parce que parfois, on vient d'assez loin pour venir me voir et ce n'est pas toujours indispensable. Très bien, merci pour ce partage. On a également Pierre Moquel qui va filmer la conférence. Alors, je vais refaire le micro. Voilà, donc il y a Pierre Moquel qui est avec nous, qui donc filmera la conférence de Maître Litani, qui sera également disponible sur YouTube. On vous enverra également le lien. On la présentera bien évidemment d'abord à Maître Litani pour son aval et son accord. Et ensuite, on va combiner sur le site Ecofin les différentes conférences que nous avons déjà filmées. Il y en a déjà 2 pour l'instant. La 3e, c'est toi aujourd'hui, Thierry. Et donc ensuite, on continuera, puisque vous avez vu peut-être sur Internet, le programme est très chargé chez Ecofin en juin. Nous avons énormément de bons conférenciers. Et là, avec Marc Labrex également, on aura une conférence notamment avec Bruno Coleman le semaine du 15 juin prochain. Donc voilà, je vais te laisser la parole, Thierry. On va commencer la conférence. J'ai coupé les micros. Pour ceux qui le souhaitent également, donc après poser les questions, vous avez au bas une petite main levée. Donc il suffira simplement de cliquer sur la main levée et je verrai tout de suite qui souhaite poser une question, et les uns après les autres. Alors, comme dans un mode dit réel, vous aurez donc l'occasion de poser des questions à Thierry qui vous répondra avec grand plaisir. Donc je cède la parole maintenant à Thierry et nous commençons la conférence de Maître Thierry Litani qui aujourd'hui s'appelle donc Quelle fiscalité de demain sur la microtaxe, la taxe carbone, la taxation des plus-values, l'impôt Covid-19, impôt sur la fortune. Waouh, un beau programme, Thierry. The floor is yours.
Eh bien, merci beaucoup à toi Didier pour l'invitation et à tous et toutes pour votre présence. Alors, la première chose, à mon avis, le premier enseignement à tirer de ce qu'on vit pour l'instant, c'est d'abord c'est l'humilité. Je ne prétends pas du tout savoir ce qui va se passer en fiscalité à l'heure actuelle. Je sais ce qui se passe en fiscalité et on va le voir, il se passe déjà des choses, mais la réflexion globale sur la fiscalité de demain, mais là les idées fusent partout. Les idées fusent partout, pas uniquement chez nous tous azimuts, tout partis confondus, mais aussi à l'étranger avec des idées effectivement des idées d'impôts spéciaux Covid, d'impôts spéciaux de crise. Et le deuxième enseignement qu'on peut tirer de la lecture de la presse, tout monde politique confondu, c'est une disparition de certaines formes de tabous. J'ai vu dans la presse, effectivement, l'absence d'opposition de principe, notamment du mouvement réformateur, à l'établissement d'un impôt sur la fortune, alors que ça avait toujours été un tabou absolu par rapport à avant. J'ai lu aussi, bien entendu, les revendications des uns et des autres. La seule chose, c'est que finalement, en Belgique, ce qu'il faut se dire d'abord, c'est que nous n'avons pas une vision globale de la fiscalité. Nous n'avons pas une vision à long terme de la fiscalité et c'est pour ça que notre fiscalité est, de manière générale, et si on la compare à celle de nos voisins, instable. Vous prenez l'exemple du Grand-Duché de Luxembourg, voilà un pays qui a une stabilité fiscale exemplaire qui permet bien entendu à ce moment-là à des investissements à long terme de se réaliser. Chez nous, pas. Chez nous, notre fiscalité connaît des changements incessants qui sont en général toute une série de petites mesurettes, de petites mesures, parce que finalement, c'est une fiscalité budgétaire. À savoir que 2-3 fois par an, nos gouvernants se réunissent en disant de combien on a besoin, à qui on prend, si vous me permettez l'expression. Et c'est comme ça, on a les dirigeants qu'on mérite peut-être, effectivement, et donc on a cette réflexion-là. Le deuxième élément aussi, c'est le fait de se dire que pour l'instant, nous sommes dans un moment de transition. Nous savons que nous avons un gouvernement actif, et dont je salue d'ailleurs l'action, parce que je trouve que globalement, et compte tenu des circonstances, il travaille pas mal, mais actif en principe jusque fin juin, éventuellement en septembre, l'idée de tout le monde étant d'avoir à ce moment-là un gouvernement de plein exercice qui est souhaitable ou de nouvelles élections, ce qui serait tout à fait désastreux. Le tout sur fond de pandémie et d'éventuelles deuxième vague, les chiffres étant rassurants à cet égard-là. Donc en gros, on ne peut ni établir de timing, ni établir de certitude, parce qu'un programme fiscal n'est jamais que l'émanation fiscale d'un programme de gouvernement, lequel est fonction des composants du dit gouvernement. Donc ça veut dire qu'ici, nous avons, à l'heure actuelle, on est assis quand même sur un nombre d'incertitudes évidentes. Le choix premier qui va devoir être opéré est simple. On sait que pour l'instant, la Banque Centrale Européenne fait tourner à plein régime la planche à billets et on sait qu'un jour, l'addition doit être payée. Quand? Probablement pas tout de suite. Parce qu'effectivement, tant au niveau des particuliers qu'au niveau des entreprises, il est absolument évident que le financement de tout ça, ou bien on finance directement, et dans ce cas-là, on va bien sûr s'opposer au redressement des entreprises et rendre encore plus difficile le redressement des entreprises à cause d'un alourdissement de la fiscalité. On va freiner les investissements à cause d'un alourdissement de la fiscalité. Moi, j'y crois peu à titre personnel. Je pense que ça ne résiste pas à la logique de l'analyse. Je crois qu'il y a toute une série de mesures qui, effectivement, commencent à être prises, et ça sont des mesures qui sont de réelles mesures de soutien. Si on analyse froidement ce que le gouvernement a fait pour l'instant, il a commencé dans l'urgence à organiser un mécanisme de report de paiement. Alors, c'est tout à fait louable. La seule chose, c'est quand on dit report de paiement, ça veut dire qu'un jour, il faudra quand même payer, en n'ayant pas forcément l'argent pour payer. Mais c'est en tout cas un mécanisme qui a été effectivement opéré, qui continue d'ailleurs d'être opéré en pratiquant une politique de petits pas, c'est-à-dire qu'on avait une vision à assez court terme et maintenant on reporte. Par exemple, on a reporté
un moratoire sur les faillites. Maintenant, à la date du 17 juin, il est vraisemblable que ce moratoire sera encore reporté. On a reporté le paiement de la TVA, on a reporté le paiement du précompte, on a permis et encouragé les banques à permettre un remboursement uniquement des intérêts de la majeure partie des crédits professionnels et quelque part en différant le paiement du capital. Et donc tout ça sont des mesures de soutien temporaire de trésorerie. Sur le plan fiscal, il y a deux mesures essentielles qui ont déjà été adoptées, qui font l'objet d'un accord de gouvernement, mais qui par contre ne sont pas encore votées, mais vont l'être très, très rapidement. Et ce sont des mesures essentielles pour les entreprises comme les vôtres. La première mesure, c'est ce qu'on appelle le carry-back des pertes fiscales. Derrière ce terme un peu barbare se cache la possibilité suivante. Une entreprise, au moment où elle va devoir établir sa déclaration fiscale relative à l'année 2019, au revenu de l'année 2019, et ayant par hypothèse réalisé un bénéfice imposable plus ou moins important en 2019, opérer des versements anticipés ou n'ayant pas opéré des versements anticipés suffisants, en principe, cette entreprise va faire sa déclaration fiscale s'il y a un professionnel du côté d'octobre 2019, sinon avant, généralement elles ont tout un comptable, et donc généralement c'est octobre 2019, elle va recevoir un avertissement extra drôle fin 2019, fin 2020, c'est-à-dire à un moment où finalement elle n'a pas forcément la trésorerie pour payer cet impôt-là à ce moment-là. Eh bien, le système ingénieux, qui est simple, qui est ingénieux, est une réserve extra-comptable. C'est-à-dire que même si vous avez clôturé vos comptes annuels au 31 décembre 2019 et sur cette base-là que vous allez établir votre déclaration fiscale 2020, il ne faut pas modifier vos comptes annuels 2019. Vous ne devez pas intégrer cette réserve dans vos comptes annuels. Ça va être intégré selon des modalités qui n'ont pas encore été précisées, mais ça va être intégré dans une annexe à votre déclaration fiscale. Donc, en gros et en français, j'ai fait 1000 de bénéfices imposables, j'ai pas fait de versement anticipé, j'ai plus ou moins 300, un peu plus de 300 d'impôts à payer. Je ne les ai pas de problème. À concurrence de ce bénéfice imposable, donc de mes 1000, je vais constituer cette réserve en disant, en gros, c'est une espèce de provision que je vais pouvoir imputer sur mes résultats antérieurs et je vais annuler ma base imposable en disant, j'estime que je vais subir une perte de 1000 en 2020. De cette manière-là, je ne devrai pas payer, dans mon exemple, mes 300 d'impôts fin 2020, et même si j'ai fait des versements anticipés, je vais pouvoir les récupérer pour en faire autre chose. Quand je ferai ma déclaration fiscale relative à 2020, je vais reprendre ma provision que j'aurais imputée sur mes résultats antérieurs et elle va se compenser avec la perte que j'aurais effectivement faite. De sorte que j'aurai quelque part, c'est pour éviter un décaissement de trésorerie au plus mauvais moment, c'est-à-dire fin 2020, pour aider les entreprises à encaisser le choc. Alors, c'est donc le maximum de la réserve, c'est le montant du bénéfice imposable 2019. C'est valable pour toutes les sociétés qui ont clôturé leurs comptes dans le projet entre le 11 mars et le 11 mai, je pense, 2020. Et c'est... non, par contre, pardon, entre novembre, je pense, novembre 2019 et février 13 mars 2019 au 12 mars 2020. Donc ça englobe notamment toutes celles qui ont clôturé soit au 30 juin 2019, soit au 31 décembre 2019 et éventuellement celles qui ont des petits exercices à cheval dans cette fourchette-là. Et la limite absolue, qui je pense nous concerne assez peu, c'est 20 millions d'euros. Donc c'est le bénéfice imposable avec un maximum de 20 millions d'euros. Donc pour ceux qui ont la chance de faire 50 millions d'euros de bénéfice imposable l'année passée, là le montant de la réserve, ça pourrait être que 20 millions. Et donc voilà, ça c'est en passe d'être voté. Attention, il y a des entreprises qui vont être exclues du bénéfice de cette mesure. Celles qui ont payé un dividende, celles qui ont fait une réduction de capital et celles qui soit font des transactions ou ont des participations
avec des entreprises établies dans les paradis fiscaux. Et donc, c'est le premier truc qui m'inquiète un peu, à savoir que donc le choix maintenant, et ça c'est un choix très actuel, il faut le savoir, si dans votre entreprise, vous décidez de vous distribuer un dividende relatif à l'exercice qui vient de se terminer, nous sommes en période d'assemblée générale, même si elles peuvent être reportées, eh bien, dans ce cas-là, il faut savoir que c'est l'un ou c'est l'autre. Ou bien c'est le dividende, ou bien c'est la possibilité de constituer ce carry-back. Et donc, voilà une mesure tout à fait utile, comme ça, qui est en passe d'être votée, c'est très bien. La deuxième mesure qui fait l'objet du même plan, c'est ce qu'on appelle une réserve de reconstitution. À savoir que là, et là on parle de 2021 à 2023, les entreprises vont pouvoir reconstituer une réserve qui va leur permettre de ramener leurs fonds propres à ce qu'ils étaient fin 2019. Et donc ça, ce sera une réserve exonérée, et elle sera comptable. Et donc si par exemple j'avais 1000 de fonds propres fin 2019, en 2020 j'accuse une perte colossale et je les perds, eh bien je vais pouvoir entre 2021 et 2023 exonérer une partie de mon bénéfice, le mettre dans une réserve indisponible, pas payer d'impôt là-dessus et reconstituer comme ça mes fonds propres jusqu'au moment où je reprendrai cette réserve indisponible. Donc ça, ce sont deux mesures dont je vais vous parler parce qu'elles sont tout à fait actuelles. Ça fait partie de la réflexion. Et après, il y a d'autres types de réflexions qui sont en cours. D'abord, il y a des modifications dont on discutait déjà avant l'épisode Covid et qui vont, à mon avis, être mises sur la table. Parce que finalement, il y a deux manières de faire. Soit on révolutionne totalement notre fiscalité. En toute franchise, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que nous ne sommes pas un pays de révolutionnaires. Je n'y crois pas parce que c'est, sur le plan pratique, extraordinairement difficile à mettre en œuvre et c'est long à mettre en œuvre. Je ne dis pas qu'à long terme, cette réflexion n'interviendra pas. Mais on a modifié en profondeur notre code des sociétés, le nouveau étant entré en vigueur le 1er mai 2019. Ça a été le fruit de 4 ans de réflexion et d'études, et même là, le bébé n'est pas encore parfait. Donc, avant de dire, OK, on va instituer une taxe carbone, instituer une taxe style taxe Tobin sur l'ensemble des mouvements financiers, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Je dis que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être établi comme ça d'un claquement de doigts. C'est techniquement et matériellement irréalisable. Alors ça peut être dans une vision à long terme, mais pas dans une vision à court terme. Maintenant, il y a des visions à beaucoup plus court terme que ça, et qui peuvent tous nous concerner. Exemple. Dès avant l'épisode Covid, et ces discussions se poursuivent, il y a une série de niches fiscales qui étaient effectivement déjà discutées. La première de ces niches, c'est la taxation des plus-values sur actions. Il faut savoir que depuis des années, avec une constance qui force le respect, la Belgique se fait enguirlander chaque année par l'Union européenne et l'OCDE, qui remettent chaque année un bulletin fiscal concernant la fiscalité de leurs membres. Et ce bulletin, de chaque fois, on a globalement un beau bulletin, avec 2 remarques. Le beau bulletin, c'est que globalement, on taxe très bien. Hein, vous trouvez aussi, je pense, vous partagez mon avis. On taxe très bien, mais il y a 2 trucs qui ne vont pas, nous dit chaque fois la Commission européenne et l'OCDE. Il y a 2 trucs qui ne vont pas dans votre fiscalité. C'est l'absence de taxation réelle des loyers privés et l'absence de taxation des plus-values sur actions. Il faut reconnaître que là-dessus, en Europe, nous sommes des martiens et que sur ces 2 points-là, notre pays est un paradis fiscal. Autant c'est un enfer fiscal pour ceux qui y travaillent, autant pour ceux qui sont dans cette niche-là, c'est une forme de paradis fiscal. Et donc, il y avait déjà une réflexion par rapport à ça, et peut-être que cet épisode-là, éventuellement influencé par la composition du futur gouvernement, va modifier les choses par rapport à ça. Pour la taxation des loyers réels, l'administration fiscale là-dedans n'est pas spécialement demanderesse, parce que la mise en pratique d'une taxation des loyers réels aboutirait à elle, dans le chef de l'administration, à un énorme travail de contrôle qu'elle n'a pas forcément les moyens matériels et humains de réaliser. Mais il y a un réel danger pour que, effectivement, il y ait à tout le moins une réflexion en profondeur par rapport à ça. Alors pour l'instant, si j'ai 1, 2, 5, 10 immeubles que je loue à des particuliers,
qui ne sont pas affectés par leur locataire totalement ou partiellement à un usage professionnel, je suis taxé sur 140% des revenus cadastrales indexés. C'est-à-dire rien, 140%, c'est pas grand-chose, de quelque chose qui ne représente rien, parce que le revenu cadastral, c'est le loyer annuel théorique du bien au 1er janvier 1975. Si vous lisez le code des impôts et des revenus, vous apercevez que dans le code, il est écrit que tous les 10 ans, on doit faire une péréquation, c'est-à-dire revoir l'ensemble de ces revenus cadastraux sur une base réelle, et ce qui permet de conclure que nous avons raté 85, 95, 2005, 2015 et qu'on est bien parti pour rater 2025. Mais c'est pour ça qu'on est assis sur une bombe à retardement sur le plan fiscal à ce niveau-là, parce que toute modification de la taxation des loyers, ou si on passait par exemple à une taxation à une base réelle, aurait un impact immédiat sur le marché immobilier en tant que tel. Nos amis hollandais ont fait ça il y a quelques années. Ils sont passés d'un système un peu similaire au nôtre, il y a une dizaine d'années, à un système basé sur les loyers, sur une taxation des loyers réels. Le marché immobilier a perdu 40% en 6 mois de valeur. Après, il s'est stabilisé, il est remonté, mais on a vu effectivement les dommages collatéraux que ça peut engendrer. Et il y a une réflexion par rapport à ça. L'administration fiscale, pour l'instant, mène une offensive contre les multipropriétaires immobiliers en travaillant avec ce qu'elle a. C'est-à-dire, elle dit, ben voilà, moi j'estime que vous êtes propriétaire de tellement d'immeubles que vos revenus ne sont plus des revenus immobiliers, ce sont des revenus professionnels. Et vos loyers sont taxés comme des revenus professionnels, au taux progressif par tranche. Et il y a tout un débat pour l'instant, avec pas mal de décisions de jurisprudence, et surtout de contrôle en cours et de réclamation en cours, qui démontrent une offensive de l'administration fiscale par rapport à ça. Au niveau de la taxation des plus-values sur actions, idem, pour l'instant, on n'a pas de taxation généralisée des plus-values sur actions. On en a dans certains cas de figure bien précis, mais pas de taxation généralisée. Et donc, on est dans un flou artistique absolu, à part ce qu'on appelle les plus-values internes, c'est-à-dire quand on vend des parts d'une société dans laquelle on a un pouvoir de contrôle à une autre société dans laquelle on a un pouvoir de contrôle. Là, l'administration considère que c'est d'office un revenu d'hiver, que la plus-value est d'office taxée à 33% au titre de revenu d'hiver. Mais on n'a pas d'autres taxations. Là, il faut savoir que en Allemagne, en France, au Grand-Duché de Luxembourg, quand vous faites une plus-value sur action, vous êtes effectivement taxé. Ce sont des tabous qui pourraient tomber. Il y a 2 autres tabous qui pourraient aussi tomber, ou 2 autres incongruités qui semblent, dont la pérennité semble un petit peu menacée. La première, c'est le régime VVPR bis. C'est-à-dire que pour toute société créée à compter du 1er juillet 2013, à partir du 4e exercice, lorsque l'actionnaire se distribue, une personne physique se distribue un dividende dans de telles sociétés, ce dividende est grevé d'un précompte mobilier de 15% et pas de 30%, comme le taux ordinaire. Et il y a des voix qui se sont élevées en disant, mais enfin, pourquoi ? Alors c'est une mesure qui avait été instituée pour aider à la création d'entreprises et qui a eu d'ailleurs un effet tout à fait bénéfique à ce niveau-là, mais souvent, notre législateur fiscal, il fait un cadeau incitatif, et puis une fois que finalement tout le monde a été incité, il retire le cadeau. Ce n'est pas la première fois qu'il ferait ça, et donc voilà, il y a des réflexions par rapport à ça aussi. L'autre mécanisme qui est un petit peu incongru, aussi, il faut le dire, on est entre nous, on peut le dire. Donc l'autre mécanisme qui est un petit peu incongru, c'est le fait, c'est ce qu'on appelle la réserve de liquidation. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une entreprise qui fait 1000 de bénéfices, après impôt, elle peut mettre ce bénéfice en réserve, elle peut le distribuer au titre de dividende, ou elle peut affecter tout ou partie de ces 1000 de bénéfices à une réserve de liquidation. À ce moment-là, elle va payer 10% de précompte mobilier immédiatement et les 900 qui restent dans mon exemple vont devenir une réserve de liquidation. Si vous mettez l'entreprise en liquidation, même peu de temps après, eh bien, on va assimiler ce montant-là du capital. On va vous le rendre sans autre prélèvement. Tandis que si vous vous contentez de le mettre en réserve ordinaire et qu'après vous mettez l'entreprise en liquidation, c'est 30% de précompte. Donc en français, on paye 10 tout de suite, et l'État a tout de suite les 10, mais si l'année d'après on met l'entreprise en liquidation, on ne paye rien d'autre, on ne paye plus rien. Je me rappelle qu'au moment où ce mécanisme a été institué,
J'ai décortiqué les textes avec un ami haut fonctionnaire de l'administration fiscale qui était à l'époque grand patron de l'impôt des sociétés en Belgique, donc un fonctionnaire de l'administration, mais un bien, un bon. Et donc, comme on est amis et collègues dans un certain nombre d'écoles et d'institutions, euh, on n'arrivait pas à comprendre comment le législateur avait laissé passer un truc pareil, c'est-à-dire permis. Quelque part, il dit, ben voilà, moi, je constitue ma réserve, et 6 mois, 1 an après, je liquide et je ne dois plus rien payer. C'est un peu bizarre. Et donc, alors que, par exemple, quand on a une société qui a été nouvellement constituée, bien là, si on distribue les dividendes avant d'attendre les 4 ans, là, il y a des prélèvements qui sont de moins en moins importants au fil des années. Tandis que là, le fait de dire, attendez, ok, vous mettez en réserve de liquidation, mais vous devrez attendre au minimum 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de liquider. Si vous liquidez avant, vous allez payer un peu plus. Ça, c'est quelque chose qui pourrait très bien nous tomber dessus aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est travailler sur le produit existant sans s'empêcher éventuellement de peut-être d'avoir dans le même temps et parallèlement une réflexion à long terme sur les composantes mêmes de notre fiscalité. À l'heure actuelle, on a divisé les revenus, en fait c'est en 1919, on a créé des catégories de revenus. Et les revenus professionnels, les revenus immobiliers et les revenus mobiliers. À l'époque, il y avait 3 catégories. Après, on a rajouté les revenus divers. Et donc, cette catégorisation de revenus maintenant, rien n'empêcherait effectivement de la revoir. Après, on a l'impôt des personnes physiques qui est structuré comme ça, l'impôt des sociétés qui est structuré différemment, où là, les revenus de quelque catégorie que ce soit sont, sauf exception, rentrent dans la base de calcul de l'impôt des sociétés, avec la différence essentielle étant pour les revenus mobiliers des sociétés, le régime des revenus définitivement taxés. Ben, c'est effectivement quelque chose qui pourrait éventuellement être changé. Une flat tax moins élevée que celle qui porte sur certains revenus, mais couvrant l'ensemble des revenus, c'est clair et net que pour l'instant, et je suis bien placé pour le savoir, c'est très compliqué pour un contribuable belge de connaître convenablement la fiscalité. C'est presque le travail d'une vie d'arriver à maîtriser ça autrement que dans les grandes lignes. Et donc, c'est inutilement complexe. Je pense qu'effectivement, et ça fait plusieurs gouvernements, après c'est une question de volonté politique qu'on se dit, il faudrait restructurer ce code, il faudrait refondre ce code, il faudrait simplifier les principes. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, pour l'instant, on n'a pas encore vu grand-chose venir. Au contraire, ça se complexifie d'année en année. Maintenant, il y a aussi un mouvement au niveau, par exemple, de la procédure. Il y a une érosion des droits du contribuable, une augmentation des pouvoirs de l'administration fiscale, que ce soit en termes d'investigation, que ce soit en termes de délai d'enrôlement. On voit arriver de manière pratique aussi l'internationalisation de la fiscalité et surtout l'utilisation pratique par l'administration fiscale de l'ensemble des renseignements qui lui parviennent du monde entier concernant les avoirs, les patrimoines et les revenus des résidents fiscaux belges à l'étranger. Pour l'instant, une enquête un peu généralisée sur l'exploitation finalement des données de contribuables qui ont des comptes à l'étranger, avec des demandes de renseignements fleuves qui portent sur les 8 ou 9 dernières années, et en disant, ben voilà, en gros, l'État, dans vous avez chacun au sein de l'administration fiscale un dossier personnel qu'on appelle le dossier MyMinFin. C'est votre dossier informatique fiscal. Ça comprend tout ce que l'administration fiscale sait sur vous. Dans ce dossier-là, auquel vous avez accès avec un simple lecteur de carte d'identité via le site du ministère des Finances, vous trouverez notamment une partie qu'on appelle CRS, Common Reporting Standard. Ça, ce sont les informations émanant de l'étranger que l'administration fiscale a.
Donc votre contrôleur peut être assis comme vous et moi, il ne doit pas bouger, il ne doit pas chercher, il doit juste ouvrir votre dossier et c'est dedans. Et il a des lettres de demande d'information qui sont là effectivement et que l'administration fiscale exploite, et pour l'instant elle les exploite essentiellement sur la problématique des comptes titres. Il y a une chasse, semble-t-il, aux boursicoteurs actifs sur compte titres étrangers qui est pour l'instant en cours, parce que j'ai reçu un nombre inquiétant de copies de demandes de renseignements émanant de clients qui pratiquent ce sport-là. Et donc le traitement fiscal, effectivement, notamment des plus-values réalisées en la matière, est un petit peu problématique, dans la mesure où techniquement, ça a peu de chances d'être considéré comme de la gestion normale de patrimoine privé. Il y a un risque évident de taxation des plus-values à tout le moins au titre de revenus divers sur base de l'article 90 primo du Code des impôts sur les revenus, parce que c'est clairement de la spéculation à court terme. C'est-à-dire, là, l'article 90 primo taxe effectivement ces revenus-là. Et il faut savoir qu'on parle beaucoup de gestion normale de patrimoine privé en fiscalité. À savoir qu'un profit, une plus-value quelconque, est contraire à une certaine tendance à considérer cette plus-value ou ce profit est réalisé dans le cadre d'une gestion normale de patrimoine privé. C'est vrai, et le principe est clair, si c'est de la gestion normale de patrimoine privé, ça n'a pas à être taxé. Maintenant, si on lit bien l'article 90 primo, cet article comporte trois choses. Un principe, tout ce qui n'est pas professionnel est taxable au titre de revenus divers. Tout profit d'activité quelconque est en principe taxable au titre de revenus divers. À ce principe, il y a une exception, sauf ce qui relève de la gestion normale d'un patrimoine privé. Donc il s'agit de l'exception et pas du principe. Et pas n'importe quel patrimoine privé, un patrimoine privé composé d'immeubles, de valeurs de portefeuille ou d'objets mobiliers. Une valeur de portefeuille est quelque chose qu'on détient en portefeuille. Si vous êtes actif sur le marché des actions, si vous faites des achats ou des ventes à découvert, si vous fonctionnez par système d'options, ou de vente de système d'options, et que tout ça est fait dans des délais relativement rapprochés, ça a peu de chances d'être considéré comme de la gestion normale de patrimoine privé. C'est pas comme ça que ça a été conçu. Donc il y a un vrai danger par rapport à ça, et on voit ça sur le terrain. Donc à la fois, je dirais qu'on a d'un côté plusieurs réflexions dont on ne sait pas si elles aboutiront ou pas, parce que ce sera un jeu politique, un jeu d'alliance à ce niveau-là. Mais à un moment donné, l'État va avoir besoin de ressources, à court, moyen ou long terme. On creuse ici pour l'instant un trou tout à fait abyssal, et c'est bien de le creuser, on n'a pas le choix, il faut le faire. Et d'un autre côté, on avait déjà un État qui ne semblait pas être sur le plan financier un modèle de rigueur de gestion et une pression fiscale déjà importante. Quand je dis déjà importante, ça veut dire que voilà, au niveau taxation des revenus, je pense qu'on est un peu à l'os. Au niveau taxation à l'impôt des sociétés, on a réduit le taux de notre impôt des sociétés pour nous rendre attractifs sur le plan international en 2018. C'est pas pour le réaugmenter maintenant, ce serait aussi contre-productif. Donc il va, à mon avis, il y aura des réflexions importantes par rapport à ça. Il y aura soit un travail sur la disparition d'une série de niches, soit d'autres idées ou d'autres types de taxes. Au niveau des frais de douane, on ne fait pas tout ce qu'on veut en matière d'établissement de taxes, parce que d'un côté, nous sommes tenus, sur le plan environnemental, nous sommes tenus par les directives européennes. L'État ne peut pas faire ce qu'il veut en termes de frais de déductibilité de frais de voiture, par exemple, parce qu'il est une directive européenne lui impose de tenir compte de normes environnementales pour déterminer les modalités de taxation et de déduction de tout ce qui est relatif aux voitures. Idem pour d'autres types de taxes environnementales et autres, mais on a donc, voilà, on est un peu à la croisée des chemins par rapport à ça. Il y a à la fois toute une série de choses qui sont très actuelles, des choses qui se mettent en place presque de semaine en semaine. Les deux mesures dont je vous ai parlé ont été annoncées il y a une semaine d'ici.
Et mais elle nécessite effectivement, encore une fois, un examen presque quotidien. Parce que, effectivement, attention, réfléchissez bien si vous n'avez pas encore fait l'Assemblée générale de votre société, réfléchissez bien en fait de vous dire maintenant, est-ce que je paye un dividende ou pas? Parce que, de manière générale, toutes les nouvelles mesures d'aide et de soutien aux entreprises sont toutes subordonnées pour l'instant au fait de ne pas avoir distribué de dividendes ou de ne pas avoir fait de réduction de capital. Donc à l'heure actuelle, ça ne semble pas être une très bonne idée de distribuer un dividende maintenant, outre le fait que pour distribuer un dividende maintenant, le nouveau Code de société impose un texte de liquidité et de solvabilité qui doit être établi au moment où la distribution est décidée. C'est-à-dire qu'une entreprise qui maintenant, le dirigeant d'une entreprise qui maintenant déciderait de se servir un dividende pour récupérer les maigres liquidités restant encore dans l'entreprise étant par ailleurs au bord de la faillite, si vous mettez un curateur là-dedans à plus ou moins à brève échéance, je crains fort que le curateur ne remette en question la légalité même du paiement du dividende. Donc, prudence là-dessus et puis continuer à vous informer et à surveiller ça au quotidien et en temps réel parce que nous ne sommes ni au bout de nos peines, ni au bout de nos surprises. Voilà Didier, je pense que le temps qui m'était imparti est écoulé, donc je suis à votre disposition pour toute question éventuelle. Voilà, merci Thierry. On peut d'abord t'applaudir. Je ne suis pas soignant. C'est à voir, à voir. Voilà, un grand merci, c'était super intéressant comme d'habitude. Hein, voilà. Je suis fidèle depuis très très longtemps à tes réunions et voilà, c'est toujours très très passionnant, vivant et vraiment sans aucun texte, sans rien. Chapeau l'artiste, comme on dit chez nous. Il y a donc différentes questions qui sont demandées. Donc je vais d'abord passer la parole à Pierre Moquel. Pierre. Oui, bonjour Pierre, je t'entends parfaitement. Alors, d'abord, ça ne pouvait pas être établi autrement qu'au niveau européen, parce que si c'est censé tout remplacer, en ce compris la TVA, ben là, nous ne sommes pas du tout maîtres du jeu à ce niveau-là, parce que tout notre système de TVA est un système basé sur un certain nombre de directives européennes qui sont contraignantes pour l'ensemble des États, et s'il n'y a pas un accord international là-dessus, c'est inenvisageable. Alors oui, ça fait partie effectivement de cette taxe Tobin, l'idée étant de dire, eh bien voilà, on va taxer un petit peu, mais surtout. Et avec une fréquence importante, et globalement, la recette sera supérieure à ce qu'elle pourrait être si on maintient le système actuel. Et certains grands économistes font pas mal d'espoir là-dessus. Alors, donc sur le plan des principes, oui, c'est envisageable à long terme. Ce serait d'une complexité extraordinaire à mettre en œuvre, sauf à faire intervenir les banques dans et les nommer collecteurs de la taxe à ce niveau-là. Mais alors oui, ça pourrait. C'est en fait la même philosophie qui a présidé à l'instauration du taux de 3% de droit d'enregistrement sur la donation de valeurs mobilières dans les trois régions. Les trois régions se sont dit, ben voilà, on va taxer ça très peu. Comme ça, les gens vont faire enregistrer parce que ça coûte pas cher. Et on va avoir finalement des recettes là où, si on avait maintenu le système antérieur, c'est-à-dire des taux ordinaires de prélèvement de droits d'enregistrement sur les donations, où on avait 3 francs 6 sous en termes de droits de donation, on n'avait rien du tout. Et là, les régions se sont rendues compte qu'elles pouvaient avoir des recettes à ce niveau-là. Et donc, oui, ça fait partie. Alors, c'est pour moi du très long terme, ou une réflexion à très long terme pour l'établissement matériel de cela.
mais ça peut faire partie de la réflexion en disant, eh bien maintenant, et si, encore une fois, il faut un accord européen là-dessus, ça aurait aussi l'immense avantage de mettre fin à la concurrence fiscale européenne. Voilà, j'espère, Pierre, qu'on a répondu à ta question. Alors, il y a Bruno qui souhaiterait également poser une question. Bruno Belchior de Progentis. Oui, bonjour Maître Litani. Je voudrais revenir sur le point que vous avez abordé, la réserve de liquidation et les discussions qui étaient en cours. Pour moi, dans la réserve de liquidation, il y a 2 points. Il y a donc la première partie, le prélèvement des 10% l'année où on constitue la réserve, et le fait de pouvoir sortir à 0% à partir du moment où on liquide sa société. Mais pour moi, il y a le deuxième point aussi, qui est celui où après 5 ans, je peux sortir mes réserves à 5%. Et en fait, je voulais simplement savoir, est-ce que ça s'est remis en cause ou pas? C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle la réserve spéciale de liquidation. La réserve spéciale de liquidation qui a été instituée et qui permettait là de mettre en réserve spéciale toutes les réserves antérieures. Et puis alors, il y a la réserve ordinaire de liquidation où on ne parle que du bénéfice de l'année. Quand on constitue ce type de réserve, si effectivement on distribue ces réserves durant les 5 premières années, or, sans mettre la société en liquidation, là, par contre, effectivement, il y a un prélèvement qui est dégressif en fonction du nombre d'années du nombre d'années qui se sont écoulées entre la constitution de la réserve et la distribution. Donc là, mon cas de figure, c'est j'ai une société, je fais une réserve de liquidation, je ne mets pas la société en liquidation et je distribue ces montants comme dividendes. Et là, je vais avoir un prélèvement complémentaire. Ce qui est complètement fou, c'est qu'en fait, si par contre je constitue une année N, une réserve de liquidation, et que l'année N plus 1, je mets l'entreprise en liquidation, et bien là je ne paye pas, je ne paye plus rien. Oui, c'est d'accord. C'est une faille dans la loi par rapport à ça. Et donc voilà, ce qui est apparu comme pour certaines personnes, en tout cas comme une faille dans la loi, une incongruité dans la loi, c'est ça. Maintenant, le système même des réserves de liquidation, la seule chose, effectivement, c'est que il est remis en question par certains partis, pas remis en question par d'autres, mais dans le système dans sa globalité pourrait effectivement être maintenu. Et là, c'est l'intérêt de l'État, parce que finalement, si vous payez l'État son argent tout de suite, et vous avez un cadeau qui vous incite à payer tout de suite. Si par contre, si moi je devais être grand argentier de l'État, je dirais, ben oui, essayons d'être attractifs, comme ça on aura nos sous tout de suite en termes de gestion de trésorerie, et donc faisons un cadeau à long terme. Mais ici, donc ça, ce sont les 5 ans, effectivement, ce sont les 5 ans pour les distributions de dividendes ordinaires. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, on n'est pas institué la même obligation de durée, finalement, en cas de mise en liquidation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, risque d'avoir du plomb dans l'aile. Le reste du système est, somme toute, avantageux pour l'État en termes temporels. D'accord. Merci. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Daniel Brouet. Alors. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonjour Thierry. La question est la suivante. Est-ce que l'impôt sur la fortune et la taxe GAFA peuvent-ils constituer des solutions au déficit des finances publiques? Alors, l'impôt sur la fortune, le problème de l'impôt sur la fortune, c'est que, bon, je comprends, il y a manifestement un consensus pour dire que ça n'est plus un tabou. D'abord, on a déjà certaines formes d'impôt sur la fortune, dans une certaine mesure, que ce soit le précompte immobilier ou les droits de succession en matière d'immeuble ou les droits de donation en matière d'immeuble sont une forme d'impôt sur la fortune. Après, des pays qui avaient institué des impôts sur la fortune, comme l'ISF, ancienne mouture en France, il y a pas mal de pays qui avaient ce type d'impôt, eh bien, on finit par y renoncer parce que non pas parce que ça leur déplaisait, mais parce qu'ils se rendaient compte qu'en fait, ça n'avait pas du tout les effets escomptés et ça avait même des effets secondaires
aboutissant à ce qu'une nouvelle taxe peut engendrer une perte. On a vu ça dans feu la taxation des plus-values sur compte titres. Donc on s'est aperçu qu'elle avait engendré une telle désaffection au niveau de nos comptes titres que l'État a plus perdu en perte sur les résultats de la taxe sur les opérations de bourse, il n'a gagné en taxe sur la plus-value sur les comptes titres. Et donc, quelque part, il y a des économistes spécialisés qui effectivement font des analyses très savantes là-dessus en disant est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Après, c'est certainement une idée tout à fait démagogique et séduisante. Forcément, si vous dites on va taxer les 5% qui sont les plus riches, ça va sans doute faire plaisir aux 95 autres pourcents. Et c'est un raisonnement qui est assez courant en matière fiscale. Mais en même temps, ces 5% qui sont véritablement très très riches, ils ont tout simplement les moyens d'aller s'établir ailleurs et d'instituer à ce moment-là. Donc l'institution de l'impôt sur la fortune peut amener un exode important d'une catégorie importante de la population. Nous avons été les bénéficiaires de ça. Quand une multitude de nos amis français, pas les plus pauvres généralement, sont venus coloniser Ixelles et Uccle, notamment, et la région de Tournai un peu aussi, et finalement, pourquoi ils sont venus se réfugier chez nous avant de vendre leur boîte pour profiter de notre absence de taxation de plus-value sur action? Si on institue un impôt sur la fortune maintenant, alors il faut l'instituer intelligemment, c'est-à-dire que généralement maintenant on combine ça avec ce qu'on appelle les exit tax, c'est-à-dire le fait d'être taxé au moment où on quitte un pays sur toute une série de plus-values latentes. Mais donc oui, ça c'est concevable, en tout cas on en parle, c'est sûr, ça ne me semble pas être un tabou, même dans des milieux qui arborent des couleurs un peu bleues comme votre secteur. Mais forcément, ça a toujours été une demande chez les gens qui préfèrent sa vie en rouge. Mais donc, en tout cas, il semble y avoir une forme de consensus là-dessus, sachant qu'un impôt sur la fortune ne concerne par définition qu'un nombre très limité d'électeurs et fait partie, et fait plaisir à une très très grande majorité des électeurs. Donc, rien que pour ça, oui, effectivement. Alors après, je crois que dans la population supporte de plus en plus mal certaines niches fiscales. Supporte de plus en plus mal, effectivement, le fait d'être peut-être écrasé de taxes sur des revenus et des salaires pas forcément mirobolants, en voyant que d'autres personnes ont d'autres types de revenus sur lesquels les prélèvements sont nettement moins. Et c'est quelque chose qui semble de moins en moins socialement accepté et qui engendre, je pense, justement ce type de réflexion. Je pense qu'on n'échappera pas effectivement à une imposition, qu'elle soit exceptionnelle ou récurrente, surtout aux parties du patrimoine. D'accord. Répondu à ta question, Daniel? Oui, et si je peux me permettre d'insister, Thierry, que pensez-vous de la taxe sur les GAFA? Alors, j'oubliais les GAFA. Le problème, alors la taxe sur les GAFA pourrait effectivement amener des recettes extrêmement importantes. La seule chose, c'est que ce sont des adversaires plus que coriaces. Ils sont souvent plus riches que les États qui souhaiteraient les imposer. Et ils ont une marge de manœuvre et une puissance financière presque illimitée. Alors, une taxe sur les GAFA, ça ne pourrait être qu'européen. Si c'était national, je pense que dans ce cas-là, notre petite Belgique n'a aucun pouvoir de coercition effectif sur aucun des GAFA, ça c'est sûr et certain. Maintenant, au niveau européen, ce serait peut-être une autre paire de manches, mais c'est extraordinairement difficile d'adapter la fiscalité d'aujourd'hui finalement à du commerce électronique, à toute forme de commerce électronique. C'est parce que notre fiscalité est essentiellement basée sur une territorialité et sur le siège social, sur le siège d'exploitation, mais tout ce qui est sur Internet n'est pas localisé. Alors effectivement, une taxe GAFA ou une taxe européenne GAFA sur toute transaction menée par
un de ces, je dirais, un de ces géants-là pourrait être concevable effectivement à l'échelon européen, voire à l'échelon mondial s'il y avait un accord. S'il y avait un accord entre les principaux pays industrialisés pour faire ça, ce qui est envisageable aussi au niveau de l'OCDE, et peut-être, je pense que ces multinationales sont à ce point puissantes, mais aussi à ce point riches, qu'elles pourraient accepter justement une certaine forme de taxe Tobin par rapport à leurs activités. Pour peu que cette taxe soit réduite en termes de pourcentage, elle pourrait être acceptable pour eux, de manière justement à leur permettre de continuer à commercer. Effectivement, si l'Europe et les États-Unis se mettent d'accord pour mettre des bâtons dans les roues en termes de capacité de commercialisation, ça va leur faire lâcher un peu de l'Est, à mon avis. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut reconnaître qu'elles ont... vous savez, n'importe quel GAFA peut se payer les services d'une armée d'avocats fiscalistes mondiaux, ce que les États seraient bien incapables de faire à titre individuel, et ce qu'ils ont, forcé de le constater aussi, du mal à faire un plan collectif rapidement au niveau européen. D'accord. Merci. Voilà, merci Thierry. Est-ce qu'il y a encore une question ou pas? Oui, Marc. Alors, Marc Labreix de l'Écho. Oui, petite réflexion, la taxation des plus-values est effectivement inscrite un peu dans les astres. Est-ce qu'une manière de faire passer mieux la pilule, ce serait de permettre aussi la déduction des moins-values? Même chose pour les frais, les loyers réels. Une des manières sur les taxes, ce serait également une déduction des frais de rénovation, notamment de tous les bâtiments. Est-ce qu'il n'y a pas là une piste de réflexion? Et je voulais savoir aussi dans la clientèle chez vous, est-ce qu'il y a des gens qui s'inquiètent déjà de cette taxation annoncée? On ne sait pas très bien quelle forme ça va prendre, mais on est déjà en train de discuter qui va payer la facture, et ce qu'on entend, c'est effectivement taxe. Donc voilà. Alors, effectivement, je ne peux parler que de ma clientèle, mais je commence à avoir effectivement quelques coups de téléphone de clients qui viennent un peu aux nouvelles en disant, tiens, voilà, faut-il s'inquiéter ou non, et des gens qui envisagent effectivement des expatriations. Oui, il y en a comme dans n'importe quelle période de crise à ce niveau-là. Alors, la taxation des plus-values, on en parle avant chaque élection depuis, je crois, les 4 ou 5 dernières élections, donc fédérales. Donc, chaque fois, c'est mis au placard. Peut-être que là, maintenant, ça a peut-être moins de chances d'être mis au placard. Et alors, première chose, il n'y a aucun principe légal qui oblige une corrélation entre la taxation des plus-values et la déduction des moins-values. Il serait techniquement possible de taxer les plus-values sans effectivement déduire les moins-values. Maintenant, ce serait logique, quelque part, de dire, eh bien voilà, je taxe les plus-values, je taxe les moins-values. Après, s'il fallait établir ça, vous savez, moi, comme ça fait bizarre dans la bouche d'avocat fiscaliste, mais moi, j'aimerais bien une taxation des plus-values sur action. J'aimerais bien un texte légal clair qui me dise, par exemple, voilà, un peu comme la taxation relative au terrain. Okay. Vous venez chez moi, vous me dites, voilà, j'ai acheté un terrain, je veux le vendre. Très bien, vous l'avez depuis quand? Ah, je l'ai acheté l'année passée. Très bien, 33% d'impôt sur la plus-value. Ah, je l'ai acheté il y a 6 ans. Ok, quand on vend ça entre 5 et 8 ans après avoir acheté, c'est 16,5% de plus-value. Et après 8 ans, la plus-value est plus taxable. Une règle simple, claire et nette d'application. Maintenant, j'ai quelqu'un qui vient me dire, voilà, j'ai constitué une société, je l'ai vendue, on me propose de la racheter maintenant, et j'ai une société qui a peut-être pris 10 millions d'euros de valeur, et je vends ça après 9 ans de détention.
eh bien, j'ai aucun texte légal qui me permette de rassurer mon client en disant, je peux lui répondre, en principe, c'est la gestion normale de patrimoine privé, je peux pas exclure un litige avec l'administration fiscale, si vous en avez un, pas de problème, je vous défends, je suis votre homme, et on peut aller éventuellement avoir le service de décision anticipée, dont je ne suis pas sûr de la réponse, qui dépend de toute une série d'éléments. Donc, on est dans une incertitude qui n'est pas tellement propice à l'établissement de choses claires. Je préférais une taxation éventuellement raisonnable, à des taux pas prohibitifs, mais quelque chose où on puisse effectivement se dire, eh bien voilà, je vais organiser ce machin-là, et il y a des règles claires qui sont posées. Mais, et donc ça, c'est pour la taxation des plus-values sur action. Donc, la marge de manœuvre est totale. Si on a, donc si effectivement je subis une perte sur des actions, l'exercice où par ailleurs je vends d'autres actions avec plus-value, ben, la logique, le bon sens commanderait effectivement de dire, ben voilà, s'il y a un plus, il y a un plus, s'il y a un moins, il y a un moins, mais on ne paye des impôts que sur ce qu'on a globalement gagné. Après, le reste devient une solution politique, mais il y a d'autres pays où les plus-values sur actions sont taxées, les moins-values sont pas déductibles. Ça s'est déjà vu aussi. Mais donc après, ça fera partie des discussions et des modalités, si en tout cas on doit vraiment mettre ça en pratique. Alors au niveau des immeubles, là par contre, effectivement, dans les discussions, il a toujours été, en fait, si on voulait changer la taxation des loyers privés, on a deux manières de le faire. Une simple et une compliquée. La simple, c'est simplement de dire, oui, j'ai pas besoin d'un contrôleur, j'ai pas besoin d'un contrôle, je dois juste téléphoner à l'informaticien en chef de l'administration. Il suffit de dire qu'on va être taxé non pas à 140% du revenu cadastral indexé, mais à 500% du revenu cadastral indexé. Il ne faut rien changer, il ne faut rien contrôler, on programme l'ordinateur de l'administration et on a directement créé de la base d'imposition sans devoir avoir des armées de contrôleurs derrière. Ça, c'est facile à organiser. Je dis 500, comme je dirais 200, 300, 400, hein. Ça, ce serait facile à organiser. Par contre, dès le moment où on parle de taxation des loyers réels, et c'est pour ça que l'administration fiscale n'est pas du tout lourde sur ce plan-là, si on dit taxation des loyers réels, là, il a toujours, semble-t-il, été intégré, effectivement, dire déduction des charges réelles. Et la déduction, effectivement, notamment des investissements immobiliers, des travaux, et alors, selon quelle modalité, ça c'est encore une autre paire de manches. Est-ce que ce sera une certaine forme d'amortissement? Est-ce que ce sera... Et là, effectivement, et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que indirectement, ce serait une mesure de soutien au secteur de la construction. Ça encouragerait les gens à faire procéder à des travaux dans l'immeuble de la manière la plus officielle qui soit, et en s'abstenant de faire appel aux polonais furtifs, si j'ose dire. Donc ça c'est bien pour le secteur, mais d'un autre côté, ça représente un travail de soutien pour l'administration fiscale. Pour l'instant, il y a à peu près 700 000 indépendants en Belgique. Bon, la plupart réduisent leurs charges réelles. Si on passait à ce système-là, il y aurait 7 millions de contribuables dont le contrôle s'apparenterait à un contrôle des charges réelles. C'est totalement impossible pour l'administration. Sur un plan matériel, et c'est l'un des grands patrons de l'administration qui me l'a dit. En disant, on a fait 30 000 contrôleurs fiscaux il y a une dizaine d'années, il en reste 22 000. Enfin, ils ne travaillent pas tous, hein, mais il en reste 22 000. C'est complètement aberrant. L'administration fiscale, pour vous dire, il y a 700 personnes qui travaillent au service du personnel. Donc, ce qui veut dire, en gros, qu'il y a 3-4% des membres de l'administration fiscale rien pour le service du personnel. Et il y a des tas de gens, parce que les 22 000, c'est tout, hein, c'est pas que les contrôleurs qui font des contrôles sur le terrain, hein. C'est l'administration de la trésorerie, c'est le cadastre, le droit d'enregistrement, le droit de succession. Donc il n'y a finalement pas énormément de contrôleurs de terrain. Il y en a encore. Mais le cadre n'est pas rempli et je pense effectivement qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui échappent à l'administration parce que justement, on ne se rend pas compte que
renforcer ses effectifs et ses pouvoirs de contrôle. Il y a moins de contrôleurs. De l'autre côté, ils ont de meilleurs outils de travail. On leur prémâche beaucoup plus la besogne. Mais là, leur prémâcher la besogne, le data mining peut sélectionner, il le fait déjà d'ailleurs, les contribuables qui sont multipropriétaires immobiliers. L'administration essaie de les taxer souvent en disant bah, vous êtes devenus des professionnels de la location et donc on vous taxe en revenu professionnel. Maintenant, si elle doit vérifier la situation de tout quiconque qui a 1, 2, 5, 10 appartements, là par contre c'est un gros, c'est un travail qu'elle n'a tout simplement pas les moyens de réaliser. En tout cas avec les moyens matériels et humains qu'elle a aujourd'hui, et ça c'est elle-même qui le dit. Voilà, il est 12h59. Nous avons encore une toute dernière question de Luigi. Et ensuite, on clôturera donc la session, puisqu'on aimerait bien aussi respecter un petit peu le timing prévu à celle-ci. Donc, je donne la parole à Luigi. Oui, bonjour maître. Bonjour monsieur, je ne vous vois pas. Je suis ici dans le noir. Excusez-moi, voilà, je suis un peu plus clair. Non, je voudrais poser cette hypothèse. Donc, admettons que la TVA et le régime TVA ne bougent absolument pas et que néanmoins la microtaxe soit mise à l'étude. Quel serait constitutionnellement le processus le plus adéquat pour pouvoir instaurer ce genre de nouvelles taxes en fait? Comme le font aujourd'hui nos amis suisses qui, eux, sont dans un régime politique qui est un peu différent du nôtre. En gros, à partir du moment où on respecte le principe d'égalité des Belges devant l'impôt inscrit à l'article 170 de la Constitution, il suffit d'une loi pour abroger le code des impôts sur les revenus et remplacer par un système de microtaxe. Et donc après, la microtaxe qui serait distincte de l'établissement de n'importe quelle base de calcul de la TVA en fonction du produit ou du service qu'elle concernerait, oui, ça pourrait être institué comme ça. Mais la seule chose, c'est que imaginez maintenant, ne serait-ce que la continuité du service de l'État par rapport à ça. C'est-à-dire que si demain on disait, ben voilà, on abroge toutes les dispositions fiscales, alors fédérales, parce que le fédéral n'est pas compétent pour toucher à la fiscalité qui dépend maintenant des régions. Imaginons même qu'il y ait un accord national ou fédéral plus région pour dire, eh ben, ok, on supprime toute la fiscalité, on fait une microtaxe sur toutes les transactions, quelles qu'elles soient. Encore se mettre d'accord après sur les modalités du partage. Et ce qui, vous imaginez bien les arbitrages qu'il va falloir faire par rapport à ça. Mais, et puis après ça, il y a la mise en place de la perception de cette microtaxe qui ne pourrait, à mon avis, qui pourrait être mise en place en obligeant les banques à la retenir. Alors après, microtaxe, flat tax, ou en termes de pourcentage, ou en termes absolus, sur n'importe quelle transaction, serait-il logique de dire qu'on va calculer, je sais pas moi, 3 pour 1000 sur n'importe quel versement, qu'il soit de 10 € ou d'1 milliard d'euros? Après ça, vous allez, oui, il y a des produits de première nécessité, d'autres pas. Est-ce qu'on va ou non accepter un certain nombre de choses à ce niveau-là? Et puis c'est comme ça que, voilà, ça c'est la difficulté d'appliquer l'exercice en pratique. Maintenant, il n'y a pas de limite. Nous avons, notre limite, on se les a fait nous-mêmes, nos limites, avec le morcellement de l'autorité entre différentes composantes de l'État, et d'autre part avec notre adhésion à l'Union européenne. Alors, effectivement, au niveau européen, il y a un accord à ce niveau-là. Si on est les seuls à pratiquer ça, on risque d'avoir des problèmes de compétitivité sur le plan international. C'est pour ça que le plan européen, par contre, c'est plus concevable, mais c'est encore plus difficile à réaliser. Bien que pour que nous puissions adhérer au projet européen, il faudrait déjà un accord entre l'État fédéral et les 3 régions. C'est pas gagné d'avance. Pas du tout. Merci. Merci à vous. Alors, voilà. Alors,
Un tout grand merci d'abord à toi Thierry pour avoir animé ce débat qui était super passionnant et intéressant. Je pense que ça nous a tous été passionnant en tout cas, voilà, donc c'était super. Un grand merci à toi. Le prochain événement, ça sera donc demain sur LinkedIn, une formation avec notre membre Gilles Vandenberg. La semaine prochaine et les semaines suivantes, nous aurons notamment Bernard Keppen, Bruno Coleman, Franck Van Ken de chez Pulatco, des conférences sur l'immobilier, des conférences sur l'art aussi, et d'autres conférences notamment également sur le tax shelter avec l'université Inver. Donc tous ces rendez-vous sont à disposition sur le site techofinclub.be et nous aurons également la possibilité encore de nous retrouver dans différentes autres activités qui seront programmées encore ce mois-ci. Un tout grand merci à vous tous. Il est 13h05. On a essayé de respecter le timing. Je pense qu'on y est pratiquement arrivé. Pour clôturer, Thierry, peut-être, ton dernier livre, c'est quoi? Pour le dernier qui est paru, c'est un ouvrage collectif sur c'est le manuel de procédure fiscale. Et là maintenant, je suis occupé à travailler sur l'optimisation fiscale du patrimoine immobilier qui devrait paraître en début de l'année prochaine. Super. Merci à vous tous. À très bientôt. Et j'espère peut-être à demain. Donc, si vous voulez encore vous inscrire, n'hésitez pas. Il suffit de vous connecter sur techofinclub.be ou .lu. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Merci à tous et bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.